Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance pour la deuxième réflexion d'affaires. Mon nom est Antoine Gagné, animateur du podcast. Et si vous avez écouté les derniers épisodes, je vous ai mentionné que dans les prochaines semaines, prochains mois, j'allais vous sortir régulièrement des podcasts solo où est-ce que j'allais vous faire une réflexion des choses que je suis en train de vivre au quotidien dans mes organisations, des choses que je vois et des choses également que j'aimerais peut-être améliorer dans ce que je fais à l'intérieur même de mes organisations. Donc, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est simple. Je veux vous expliquer pourquoi dans les 18 derniers mois, on a investi près de 100 000, peut-être même plus de 100 000 $ en toute transparence aujourd'hui, dans la création d'un logiciel technologique, un SaaS, qui se nomme Data Blaster. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode le logiciel et même le tester si ça peut vous être utile. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de construire le tout. Par la suite, pourquoi on pensait qu'on était bien positionné pour le faire. Je vais également vous expliquer les coulisses de la création d'un produit technologique de la sorte parce que c'était la première fois que je me prêtais au jeu, pardonnez-moi. Je vais vous parler également de la stratégie de mise en marché et bien entendu, je vais vous parler de où est-ce qu'on est rendu en termes de résultats jusqu'à maintenant avec Data Blaster. C'est parti. Première raison, pourquoi qu'on a construit le tout? Pourquoi qu'on a décidé de se lancer dans un projet de création de logiciels technologiques quand on fait du service chez G7 Media. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, G7 Media est une organisation dans le marketing direct response qui offre des services spécifiquement en Facebook Ads, donc pour faire de la publicité sur les plateformes de Meta. On offre également depuis quelques années maintenant de cela des services Google Ads, email marketing également, mais c'est davantage le volet Facebook qui représente 70-80% même des revenus de notre entreprise. Donc, on fait du service. On a également une académie qui se nomme la G7 Academy où est-ce qu'on forme les gens à devenir meilleurs en marketing et direct response. Et également, à travers le temps, on a bâti beaucoup de médias autour de nous, c'est-à-dire qu'on a 2 podcasts qui parlent de publicité Facebook, un No Pay No Play Social Skilling, on a une infolettre de dizaines de milliers de personnes que les gens suivent chaque semaine. Donc, on avait bâti beaucoup de médias à travers le temps. Et pourquoi je vous dis ça pourquoi je vous dis ça à l'intérieur du podcast? Vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je veux m'en aller avec vous. Donc, on avait ça et on a toujours voulu bâtir un produit technologique. Et j'aurais tendance à dire qui n'a pas rêvé de le faire? Tout propriétaire d'agence ou tout prestataire de service à qui vous allez parler vont vous dire qu'à un certain moment, ça serait un rêve pour eux également d'avoir un produit, de pouvoir imiter leurs clients. Je pense que tout le monde y a rêvé et certains d'entre nous ont été capables de réussir. J'ai simplement pensé à nos bons amis de chez Workly qui sont passés de prestataires de services à créateurs de produits technologiques. Donc, beaucoup de gens ont voulu le faire, peu de gens ont réussi. Et nous, c'était peut-être dans nos têtes de vouloir ultimement construire un tout, mais on ne savait pas si on avait les capacités de le faire. On ne savait pas quand ça allait pouvoir se présenter devant nous. Et à un bon moment donné, à peu près 2 ans de cela maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me parler d'une nouvelle solution technologique. Et quand j'ai fait la rencontre avec cette même personne-là pour sa solution technologique, je me suis aperçu qu'elle n'était pas prête pour ce que G7 Media avait besoin, mais qu'il y avait du potentiel. Et avant toute chose, j'ai eu une très, très bonne relation, un très bon feeling, comme on dirait en anglais, avec la personne qui m'avait présenté tout, qui se nomme Kylian. Donc, au fil des conversations, au lieu de devenir client de l'organisation Data Blaster, on a simplement décidé de s'associer et de dire pourquoi nous, G7, on ne pourrait pas devenir un des clients fondamental de Data Blaster, tester la solution et ultimement peut-être vous aider à commercialiser le tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est associés et on a commencé à bâtir le tout. Et je vous dis vraiment, à ce moment-là, la solution avait peut-être 1 ou 2 clients et était très embryonnaire. Donc, on s'est mis à construire le tout. On s'est dit, on veut construire quelque chose qui va plaire aux gens, qui va être utile et qui va devenir ce que j'appelle une évidence. Et là, ça m'amène au deuxième point. Pourquoi qu'on pensait qu'on était bien positionné pour bâtir ce type de solution-là? Donc, Data Blaster, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une solution de reporting qui vous aide à faire des rapports sur vos campagnes Facebook, Google, Klaviyo, Shopify, TikTok, Pinterest. Il y a beaucoup d'outils comme ça sur le marché. Et une des choses qu'on s'était aperçu à travers le temps, c'est que ces différents outils-là sont très, très dispendieux, très, très chers des fois à mettre en place, pas tellement adaptés au modèle d'agence
Et au final, les gens les testent, mais arrêtent de les tester rapidement. Donc, nous, on s'est dit, si on construit quelque chose ensemble, on veut construire quelque chose que nous, G7, on va vouloir utiliser, qui va être exceptionnel et qui va pouvoir faire du sens au niveau économique pour les agences qui vont tester le tout. Parce que le client cible de ce type de logiciel-là, ce sont des agences de marketing ou encore des freelances en marketing, des prestataires en marketing, bref, des gens qui vont gérer plus d'un compte de pub. Donc, ça fait 13 ans qu'on fait des campagnes de pub, donc on connaît l'industrie. Et comme j'ai dit préalablement, on a une grosse communauté à travers le temps. Donc, si on arrive à bâtir un très bon produit ensemble pendant les prochains mois, et là, je vous ramène à 2022, on se dit que si le produit est bon, avec la communauté qu'on a bâtie, on risque d'être capable de communiquer le message de manière intéressante parce qu'on possède déjà les canaux de distribution. Donc là, c'est là qu'on se rend compte que le business case peut faire du sens. Parce que pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans le domaine technologique, vous le savez, la chose la plus difficile, c'est de bâtir un bon produit, certes, mais par la suite, de faire en sorte que les gens l'achètent. Et c'est un des endroits où est-ce que beaucoup de gens échouent, c'est-à-dire qu'ils doivent investir beaucoup d'argent pour aller chercher des clients. Ils n'ont pas été capables de trouver le bon message, ils n'ont pas le bon angle marketing, ils n'ont peut-être pas une bonne compréhension de leur marché. Nous, on avait tout ça. On avait la communauté, le marché, et on sait comment commercialiser des produits parce que c'est ce qu'on fait au quotidien chez G7 depuis très, très longtemps maintenant. Donc, on sait que le volet commercialisation, on risque d'être correct avec ça. Maintenant, vient la question, est-ce qu'on peut bâtir un bon logiciel technologique? Donc là, c'est où est-ce que je vais vous amener dans les coulisses de la création de ce logiciel Tech Data Blaster qu'on a construit. Donc, il faut savoir une chose, moi, c'était la première fois que je me prêtais au jeu. Première fois dans ma vie que je me dis, bon, bâtissons du logiciel, comment qu'on fait ça? On avait déjà une équipe de dev qui travaillait avec nous et Kylian, mon partenaire dans cette aventure, il est la personne responsable de diriger l'équipe de développeurs. Mais il y a une différence entre diriger une équipe de développeurs et savoir exactement ce que le client a besoin sur le terrain. Parce que si tu veux bâtir un bon logiciel, tu dois t'assurer qu'en un clic, pour le client, ça soit fonctionnel et qu'il n'y ait pas de bug. Et je peux vous le dire, au départ, quand tu crées des logiciels, il y a des bugs. Donc moi, j'arrivais, je pensais que très rapidement, en quelques semaines, on allait terminer la création du logiciel et que par la suite, j'allais pouvoir intégrer ma machine d'acquisition et qu'on pourrait commencer à avoir des clients. Bien, tout ça, ça a été faux. Ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu pour bâtir quelque chose que je pourrais considérer fonctionnel. Donc oui, les gens parlent souvent de bâtir un MVP, un Most Viable Product, bâtir un petit produit, commencer à le vendre et regarder si l'impact sur la clientèle est bon. Oui et non. Et mon point est le suivant aujourd'hui, c'est qu'en 2025, les standards pour du SaaS, pour de la tech, c'est les ChatGPT et les OpenAI de ce monde. C'est-à-dire pour 20 $ par mois, si tu es capable d'avoir ce type de qualité-là en termes de produits, tu ne vas pas vouloir payer un prix similaire pour quelque chose qui est drastiquement moins bon. Les gens s'en foutent que tu sois une petite organisation. Ils vont te comparer avec ce qu'il y a sur le marché. Donc oui, on peut bâtir et lancer quelque chose de fonctionnel. Je l'entends et j'achète cette idée, mais tout de même, il ne faut pas confondre Most Viable Product avec médiocrité. Et j'aurais tendance à croire que souvent, c'est ce que les gens vont faire pour tester rapidement et voir si ça peut être fonctionnel. Nous, on savait qu'avec la communauté qu'on avait bâtie, notre infolette, nos podcasts, que les gens allaient être au rendez-vous si on bâtit quelque chose de bon. Parce que si ça fonctionne pour nous, les gens qui nous écoutent sont majoritairement des prestataires, des agences, des freelancers. On le sait que ça va être bon pour eux. Donc, sans dire qu'on était trop confiant, on savait que si le produit est bon, la clientèle allait être là. Et bien entendu, il fallait que le produit soit bon et que le prix soit de qualité également. Donc, on a mis beaucoup plus de temps prévu à bâtir quelque chose de fonctionnel. Et j'aurais tendance à croire qu'après 6 ou 7 mois à travailler ensemble, on a eu une première version qu'on pouvait utiliser quotidiennement chez G7 avec l'entièreté de nos équipes. Donc, on gère à peu près 50, 60 comptes, peut-être 70 comptes de pub chez G7. Donc, on a commencé à l'intégrer avec un compte, avec 5 comptes, avec 10 comptes, avec 20 comptes, avec 30 comptes. Et encore une fois, même si on avait été capable de repérer plein de bugs et plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans les 6 premiers mois, c'est quand tu rentres sur le terrain que tu te rends compte de ta deuxième vague et ta troisième vague et ta quatrième vague de bugs que tu dois rectifier, Donc, il y a eu un premier 6 à 7 mois à bâtir exactement ce qu'on avait besoin. Un autre, je dirais, 3-4 mois pour tester le produit à l'intérieur même de notre entreprise et de nos équipes. Et quand on a considéré qu'on avait quelque chose qui maintenant était fonctionnel, pas parfait, mais fonctionnel et assez bon,
là, on a commencé à se lancer sur le marché. Et là, ça m'amène à mon point 4, la mise en marché. Qu'est-ce qu'on avait prévu faire ici pour la mise en marché? Donc, je l'ai mentionné plus tôt, on a une J7 Academy qui regroupe majoritairement des prestataires, des agences qui veulent se former en publicité Facebook. Donc, c'est un gros point, la formation en Facebook Ads, en Google Ads, en e-commerce, en Direct Response Marketing. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'offrir des formations de qualité. Je crois, en toute sincérité, que chez J7, on est assez bon là-dedans parce qu'on le fait pour nous-mêmes depuis 2017 et on a décidé depuis 2021 de montrer à tout le monde comment on le faisait. Et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour se former. Donc, si les gens viennent nous voir pour se former, ils nous font confiance pour les cours, il y a des excellentes chances qu'ils vont nous faire confiance pour les outils qu'on va présenter. Donc, on a lancé ça, un petit groupe de 10 agences au départ, Data Blaster, et on est allé recueillir du feedback. Et la bonne nouvelle, c'est que l'intérêt était présent. Il y avait des petits ajustements, bien entendu, encore une fois, il fallait faire un petit peu plus de personnalisation à droite, un petit peu plus de personnalisation à gauche, ajuster quelques points que peut-être J7 n'avait pas de besoin. Mais la demande était présente. Parmi les 10 agences qui ont testé l'outil au départ, on a tout de suite vu un intérêt et les gens ont rapidement commencé à payer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre approche, comparativement aux autres compétiteurs, on offre un forfait, freemium, qui offre la possibilité à n'importe quelle personne de se construire 2 rapports 100% gratuitement et ce, ad vitam aeternam. Il n'y a pas de date limite de 14, de 20 ou de 30 jours, du moins pour l'instant. Et ce n'est pas l'objectif de le changer dans le futur. Donc, on lance le tout, les agences sont contentes, 2 comptes gratuits, ils sont capables de le tester. Et par la suite, c'est 5 $ par compte. Donc, le modèle d'affaires est très avantageux parce qu'habituellement, c'est peut-être 4 à 5 fois plus cher utiliser la même solution avec d'autres types de joueurs technologiques. Donc, le prix est bon, le besoin est là, les gens commencent à l'utiliser. Donc, rapidement, on voit un intérêt parmi les gens de l'académie. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va aller un tout petit peu plus loin. On va commencer à aller en parler davantage à nos listes, aux gens qui font partie de notre écosystème sur les podcasts, etc. Donc, on commence à en parler en faisant ce qu'on appelle des formations webinaires. Donc, on fait des formations webinaires en direct où est-ce qu'on explique des tendances à mettre en place dans votre reporting. Et là, c'est vraiment grâce à la stratégie de Russell Brunson qu'on a été capable de mettre ça en place. Russell Brunson, si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur de ClickFunnels qui a eu une stratégie totalement exceptionnelle quand il a lancé ClickFunnels. Il le fait encore aujourd'hui. C'est qu'au lieu de passer du temps à expliquer comment son logiciel fonctionne, il explique aux gens comment les gens peuvent atteindre plus de résultats via ce qu'on peut appeler un tunnel de vente. Et la seule manière de bâtir un tunnel de vente par la suite, c'est via son logiciel ClickFunnels. Donc, il ne parle pas de features pour son produit, il parle vraiment de résultats que tu peux atteindre, de formation, etc. Donc, on s'est dit, on va prendre la même approche. Utilisons nos angles marketing comme des formations en marketing, des formations en reporting, et par la suite, pour mettre en place ce qu'on vous enseigne, vous allez bien entendu, on l'espère, utiliser notre outil Data Blaster. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment la deuxième partie de notre commercialisation. La première partie, c'est d'en parler aux gens qui rentrent dans la J7 Academy. La deuxième partie, c'est de faire des webinaires, des formations à des gens de manière un petit peu plus large qui font partie de nos listes. Et la troisième approche, bien entendu, c'est de commencer à en parler dans nos podcasts via un espace publicitaire. Donc ça, c'est notre stratégie initiale. On vient tout juste de commencer la commercialisation. J'enregistre le podcast avec vous le 16 juin 2025. La commercialisation aux gens en dehors de l'académie a commencé littéralement le 1er mai. La commercialisation aux gens de l'académie a commencé au mois de mars. Donc, on est au 4e mois, je dirais, de commercialisation, mais au 2e réel mois pour commercialiser au maximum de gens possible. Et jusqu'à maintenant, les résultats sont assez intéressants. Et là, ça m'amène à mon dernier point, où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant, après avoir lancé tout. Au moment où on se parle, l'organisation, bon, vous voyez, le modèle d'affaires, c'est des petits forfaits. Donc, c'est 5 $ par compte. Donc, peut-être qu'un prestataire, des fois, va avoir 5, 10, 15, 20 comptes. Donc, vous voyez, les factures moyennes mensuelles peuvent varier entre 20, 30, 40, 50, 100, des fois 500 $ si vous avez beaucoup de comptes. Mais ce n'est pas un logiciel qui va coûter des milliers de dollars par mois. Donc, c'est un business case, un play, comme on pourrait dire dans le domaine business, de masse. On se doit d'aller chercher une masse de clients pour avoir du succès avec le tout. Donc, au 16 juin 2025 jusqu'à maintenant, on va chercher entre 5 et 10 nouveaux utilisateurs par jour. C'est pour dire. On est allé chercher à peu près une dizaine de clients le mois dernier. Je pense qu'on risque de doubler ça ce mois-ci. Et jusqu'à maintenant, on frôle les 2 000 $ par mois de revenus récurrents mensuels. Donc, les choses vont quand même bien, j'aurais tendance à croire. Je pense qu'on risque peut-être de faire x3 ou x4 d'ici la fin de l'année avec ça. Et la chose qui me rend le plus fier jusqu'à maintenant, c'est que les gens ne se désabonnent pas. On n'a aucune personne qui a commencé qui s'est désabonnée.
J'espère que ça va rester le cas dans les prochaines semaines parce que c'est un logiciel qui te permet de tester gratuitement avant de payer. Donc, souvent, si tu n'aimes pas, tu vas juste pas devenir client payant. Et quand tu deviens client payant, mais par la suite, tu as beaucoup plus de chances à faire ce qu'on appelle de l'ascension, c'est-à-dire d'intégrer plus de comptes et de payer plus le logiciel que de descendre parce que, bien entendu, une organisation est faite pour croître. Donc, ça se passe bien. On a atteint des bons chiffres jusqu'à maintenant. On espère doubler, tripler, quadrupler d'ici la fin de l'année. Les chiffres sont encore excessivement bas. On est qu'au début de l'exercice, mais on pense qu'on est bien positionné parce qu'on a bâti la communauté. Et là, ça m'amène à mon dernier point. Pendant très longtemps, on a parlé de Product-Led Growth, PLG. Donc, littéralement, tu laisses les gens tester ton produit, ça crée ta commercialisation. Je crois beaucoup à ce modèle. Mais il y a un nouveau modèle que je pense que je vais peut-être me donner un nom. C'est le Community-Led Growth. Donc, je pense qu'on rentre dans un monde en 2025 maintenant où est-ce qu'une des seules barrières à l'entrée que tu peux intégrer en tant qu'organisation, c'est relié à ton brand, c'est relié à ta réputation, c'est relié à ton contenu. L'avantage concurrentiel qu'on a ici avec Data Blaster provient du fait que chez G7, à travers 13 ans, on s'est bâti une réputation dans le volet Facebook Ads. Et cette réputation-là vient avec des gens qui nous suivent, des podcasts qui sont sensiblement populaires dans leur ordre de grandeur respectif, bien entendu, des gens qui nous suivent. Et à un certain point, ça crée de la crédibilité. Donc, si on enlève G7 de l'équation, je ne pense pas que Data Blaster peut exister aujourd'hui. Et c'est mon point de dire community-led growth. Si tu as une communauté qui te suit, à travers le temps, tu peux lancer d'autres lignes de services, d'autres lignes de produits. Tu possèdes la distribution, donc c'est plus facile par la suite de commercialiser le tout. On est encore tôt dans le processus. Je risque de vous faire des updates quelques fois dans les prochains mois, bien entendu, selon comment les choses avancent. Mais je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est un projet où est-ce que j'aurais tendance à croire peut-être environ 15% de mon temps en ce moment et j'espère que ça va pouvoir continuer à croître. Et bien entendu, tout ça est possible grâce à la belle équipe qu'on a, supervisée par mon partenaire Kylian, qui fait un travail formidable. Donc, voici une nouvelle réflexion d'affaires. J'espère que ça peut peut-être vous donner des idées pour le travail que vous allez avoir à faire. Si vous avez à bâtir du logiciel, si vous avez à bâtir une communauté à travers le temps, si vous voulez tester vos produits, vous pouvez même m'envoyer des messages, ça me fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.